on va entrer dans notre dernière séquence, notre seconde table ronde. Et je vais appeler tout de suite Laurie Gobled, Pierre Clapp, Louis-Vincent Fichet et Anaïs Tessonnier. Merci de venir avec nous. Sans protocole de positionnement, vous vous mettez où vous voulez. Choisissez votre siège, votre micro. Et pendant que vous installez, je vais vous présenter. Alors, Laurie Gobled, je te tutoie, nous nous connaissons bien, et depuis longtemps. Directrice du département SIG à l'Institut Paris Région. Pierre Clapp, tu es chargé de mission connaissances prospectives et innovation cartographique. Je ne l'ai pas oublié, c'est important. À l'agence d'urbanisme de Besançon, par contre, là, j'ai fait un peu plus court. Louis-Laurent Fichet, vous êtes chef de projet SIG à la MEL. J'ai un peu raccourci, vous compléterez si besoin. Et Anaïs Tessonnier, vous êtes responsable d'unité occupation du sol. Donc, on va y revenir chez CLS Lille. Merci à vous d'être venus. Vous avez donc la lourde tâche de poursuivre. 1h10 pour le lancement du décompte. Comme ça, vous l'avez. Vous allez voir ce que ça donne d'avoir un petit chrono en face de soi. Et puis, cette table ronde, elle va rentrer dans un sujet qui est en fait complémentaire. Ce qui nous intéressait, on l'a vu, la place de la société. Ah oui, il y a un petit peu de bruit. En revanche, il faut prendre le café sans trop parler fort. On l'a vu dans la première séquence, on voulait voir la place de l'innovation cartographique, ce rôle, c'est cette tension qu'il pouvait y avoir dans l'enseignement, dans la société civile, l'hygiène qui a un rôle aussi vraiment social, l'architecture qui fait un peu le pendant. Donc, plus largement, là, on voudrait rentrer dans une catégorie beaucoup plus précise, en fait, qui est la carte de l'action politique. Pour faire très simple, alors tous, vous n'êtes pas en prise avec des élus au quotidien, néanmoins, vous faites des cartes qui, par la connaissance ou par la prise de décision, sont un opérateur d'action publique. Et on avait envie de vous interroger sur ce rôle-là et la place de l'innovation dans ce rôle, ce public très particulier que sont les décideurs au sens large du terme. Pour commencer cette première séquence, je voulais faire un binôme, parce que vous n'êtes pas très éloignés en fait de métier, puis vous avez été tous les deux, Laurie et Pierre, à l'initiative d'innovation cartographique que vous avez cherchée. Et voilà, je voudrais vous entendre nous raconter votre démarche. Je vais proposer à Pierre de commencer et à Laurie de prendre la suite, nous raconter ta démarche, ce qui a eu des vertus et ce qui n'a peut-être pas marché, à ton sens, dans ton projet. Oui, alors, donc bonjour. Déjà, je suis très heureux et puis très honoré de participer à cette table ronde. Ça va être difficile après tous les intervenants qu'on a eus, mais bon, allons-y. Après tout, c'est pas bien grave. Alors oui, je travaille à Besançon sur les questions d'observation, de représentation et de prospective territoriale. Donc pour les élus techniciens. Et la prospective qui est aussi une représentation du futur avec tout ce qui a associé dans les outils de partage, de communication avec les élus. Alors j'essaie de voir... Dans l'autre sens. Ah, c'est l'autre sens, il y a un piège. Vas-y. Voilà. Et pour revenir à ce qui était dit, alors bon, je travaille à Besançon. J'ai été formé par l'école de la Maison de la Géographie à Montpellier, donc dans le bas de France, comme on dit. Donc l'UMR Espace d'Avignon, avec aussi comme Roger Brunet comme professeur, avec Joël Char. Donc on était dans un esprit de géographie quantitative et de nouvelle géographie aussi, pour préciser aussi comment nous on aborde les territoires, parce que ça joue énormément si on est issu de la géographie quantitative ou sociale. Avec Guy Déméo, il y avait d'autres. Donc là aussi c'est très important. La carte et le territoire, donc là je ne vais pas revenir sur la carte parce que je crois que tout a été dit. J'aimais bien la définition d'Yves Lacoste sur la conversion d'un concret spatial mal connu, qui est le réel finalement, donc le réel qu'on ne connaît pas réellement d'ailleurs, qu'on ne peut comprendre, qu'on ne peut embrasser d'un seul coup, qu'on ne connaît que par des prismes cognitifs. Donc ça, il faut le rappeler. On est beaucoup plus... Alors, Yves Lacoste est beaucoup plus optimiste sur la carte, cette représentation géométrique, c'est une représentation abstraite, efficace et fiable. Donc ça, je trouve assez... On a eu Brunet, on a Lacoste, oui. On a cité Jacques Lévy. On va aller sur du contemporain quand même. Hein. On est sur des contemporains, c'est vrai. Mais c'est ce qui se passe actuellement avec les élus, où on essaie d'avoir des outils à la fois contemporains, mais sur des bases aussi scientifiques relativement solides, entre guillemets. Alors là, le territoire, c'est beaucoup plus compliqué.
La carte, il n'y a pas de problème. Le territoire, en fait, ça veut tout et rien dire. C'est un mot valise, c'est un terme polysémique. Alors, pour faire simple, et ça c'est difficile aussi à expliquer, mais c'est une portion terrestre qui va être occupée, investie, défendue aussi par une collectivité. Alors, j'aime beaucoup le regretter Antoine Bailly qui parlait d'un espace d'appartenance, un sentiment d'appartenance. C'est le cas aussi. Mais c'est aussi, ce sont des pratiques. Le territoire, ce sont des représentations, des pratiques. Bref, ça n'existe pas vraiment, en tout cas comme on se l'imagine. Le territoire, alors comme volonté, représentation, ça serait sympa comme titre, mais en fait c'est pas ça, parce que c'est pas le monde le territoire, c'est déjà un concept. Donc ça, il faut bien le comprendre, et chaque élu, chaque technicien n'a pas la même définition du territoire. Donc ça, il faut faire aussi des allers-retours avec ça. Il reste quand même les territoires classiques, institutionnels de l'INSEE. Donc là, on les connaît tous, ce sont nos collectivités, communes, interco, donc communautés de communes, départements, régions, avec leurs propres compétences, leur propre périmètre. Donc ça, il n'y a pas trop de soucis là-dessus. Et quand on travaille au niveau carto, on arrive à pouvoir représenter ces territoires-là. Mais le problème, c'est qu'ils ne parlent pas ces territoires. C'est-à-dire que les limites territoriales ne parlent à personne, en tout cas en termes de limites communales ou de termes. Donc ça, c'est difficile aussi de pouvoir se faire, d'approprier ce périmètre qui, au fond, n'existe que par la carte. Et puis ensuite, les territoires de pratique, alors là, on les connaît plus facilement, ce sont nos quartiers, nos places, nos rues qu'on investit, qu'on pratique, et puis jusqu'au bassin de vie, où là, on sait qu'on va quotidiennement amener les enfants, faire des courses, se balader. On est là dans d'autres types de territoires, et on essaie donc, avec notamment les agences d'urbanisme, à chaque fois, de jongler entre territoires institutionnels et territoires de pratique qui, eux, s'affranchissent des limites administratives. Et donc, il y a aussi un souci avec l'obsolescence des territoires administratifs. Donc, on essaie aussi de faire la pédagogie avec les élus, les techniciens, à chaque fois, de dire, attention, c'est le territoire Scott, on va y venir d'ailleurs au niveau de la carte, mais ce n'est pas que ça. Alors la carte et le territoire, donc oui, évidemment c'est Houellebecq, c'est pas que Houellebecq, c'est aussi Jean Baudrillard, mais EST le territoire, dans le sens où le territoire n'est pas le monde, le territoire n'est pas le réel, le territoire c'est un concept construit et façonné par les cartes, et les élus comprennent leur territoire uniquement par les cartes des agences d'urbanisme. Donc bon voilà, il y a un peu de provoque là-dedans, mais allons-y. Lourde de responsabilité. Oui, bah, allons-y. Les cartographes ont cette responsabilité-là. Après, bon, on peut en discuter. Donc la carte au service du territoire, donc ça, ce sont tous les dispositifs existants en termes de planification, de projets urbains, d'observatoires démographiques, socio-économiques, de l'habitat, les ateliers, les rapports, les études. Les noms, les acronymes sont toujours barbares parce que ça ne parle pas toujours PLU, PLUI, SCOT, PNR, donc plans locaux d'urbanisme intercommunaux, schéma de cohérence territoriale. Ce sont des monstres, on peut le dire, administratifs, n'ayons pas peur des mots, des monstres de papier, mais souvent qui peuvent se transformer aussi, quand il y a une mauvaise pédagogie, une mauvaise communication autour de la table, en tigre de papier. Ça, il faut en avoir conscience aussi, c'est-à-dire qu'il faut savoir s'investir d'un territoire, des problématiques pour que les élus, les techniciens avancent ensemble dans le même sens. Si derrière il y a des contradictions, les SCOT, malheureusement, ne peuvent aboutir. On le voit avec la loi climat résilience, c'est-à-dire qu'il a fallu de nouveau frapper un grand coup, alors que les SCOT existent depuis plus de 20 ans, mais en disant, bon, maintenant, on va faire un effort au niveau de la consommation foncière, qui était pourtant prévu initialement, bon, etc. Donc, on est toujours dans cette ambivalence. Il n'empêche que la carte est toujours au centre de tout ça. Donc, ça, j'en démords pas. Donc, la carte, on la réalise au quotidien. Donc, là, j'ai l'exemple cartographique qui a été réalisé donc l'an dernier par l'agence d'urbanisme de Besançon sur l'aire d'attraction de Besançon, donc un peu de nombrilisme, puisqu'on va trouver Besançon au centre du monde byzantin, ce qu'on appelle aussi Besançon et le désert byzantin, parce qu'effectivement on a une ville de 118 000 habitants, et derrière beaucoup de villages, donc on a 312 communes, plus des 3/4, ce sont des communes de moins de 500 habitants, donc voilà, il faut relativiser, mais une première approche sur le lieu déjà, c'était important, c'est-à-dire qu'autant les limites communales ne parlent à personne, autant la distribution des lieux peut parler. Donc quand on dit lieu,
on essaie de dire centre-bourg. Là, malheureusement, ce sont les chefs-lieux, puisque c'est plus facile au niveau statistique et puis au niveau de l'hygiène pour les ressortir. Ça pose la question des fusions de communes. Quand on a 2 chefs-lieux qui fusionnent, alors là, c'est très embêtant parce qu'on aimerait garder en fait ces centres-bourgs, puisque ce sont des lieux de vie. Bon, voilà. En tout cas, on a essayé d'avoir une représentation un peu plus sur une distribution à la fois statistique et géographique des centres-bourgs. Là, on rejoint les travaux, donc je pense à Paris, notamment à l'agence de Paris, sur une approche un peu plus organiciste, c'est-à-dire où on s'affranchit complètement du support corotaxique, du fond carto. Non, alors, bien qu'on ait un énorme respect pour l'hygiène, évidemment, mais là, on s'appuie uniquement à représenter les lieux de communication. Une histoire de lien et de communication, parce qu'effectivement, en France, la géographie est intimement liée à l'histoire. C'est pas du tout le cas ailleurs, c'est pas du tout en Allemagne, mais c'est le cas en France, et pourquoi pas, après tout, avoir un récit derrière sur ces lieux de communication. Là, on est entre Reims et Rhône, pour faire simple, avec Besançon toujours au centre du monde, mais dans un lieu de passage. Donc, dans une région un petit peu passe-plat, pour être direct, mais c'est pas grave. Après tout, on est quand même aussi là pour cadrer et pour centrer la carte. Là, ce sont les habitants, donc les densités démographiques que l'on a au kilomètre carré. On le voit très bien avec Besançon aussi, là où on a les plus fortes densités. Et puis au fur et à mesure qu'on s'éloigne, on a les plus faibles densités, toujours sur une logique de carroyage au kilomètre carré. Et avec le nouveaux espaces urbains définis par l'INSEE, qui nous posent problème, l'air de rien, parce que le nouvel espace urbain de Besançon n'englobe pas forcément les unités urbaines d'avant. Alors, on a eu l'hygiène, on n'a pas invité l'INSEE. On le fera la prochaine fois. Oui, voilà, ça aurait été bien de les inviter aussi, parce que ça peut aussi poser pas mal de questions, de débats. Maintenant, il n'empêche qu'on a essayé d'innover aussi la représentation pour éviter les fameuses cartes choroplètes, les aplats de couleurs qui sont, qui sont souvent représentés, galvaudés, et puis on essaie d'offrir d'autres choses dans les représentations pour essayer de faire toujours de la pédagogie. Là, on passe sur un schéma. À la base, ce sont les liens en fait de pendulaires, de naveteurs, donc tout simplement domicile-travail, en covoiturage. Donc, ça fait aussi référence aux données open source, avec les données qu'on a sur Blablacar notamment. Et à la base, ce schéma n'était pas spatial. On l'avait fait uniquement entre grandes villes, on va dire, de l'aire d'attraction de Besançon, sauf qu'on nous a demandé de le recadrer un peu, de mettre le nord au nord, le sud au sud, l'est au ouest, parce qu'on s'y perdait. Et donc pour l'expliquer, ce sont les liens de navetteurs en covoiturage entre communes principales. On voulait le mettre par ordre d'importance et pas forcément par localisation géographique, mais on nous a demandé d'ajouter ces points cardinaux. Donc on a toujours ce besoin de repères dans la carte. Une histoire de richesse, c'est pas le bon terme, mais de revenus médians après imposition. Alors paradoxalement, Besançon a beau être le centre de l'aire d'attraction de Besançon, c'est là où on a les plus fortes disparités de revenus, c'est là où on a le plus faible revenu médian, et les autres revenus les plus importants se trouvent en première couronne, c'est là où on a les cadres, fonctionnaires et donc les fonctions métropolitaines classiques de recherche qui se trouvent en première couronne, dans ces zones de périurbaines assez classiques. Maintenant, on voit un gradient très clair lorsqu'on s'éloigne de cette première couronne avec les hauts revenus, où les revenus donc diminuent en fonction de l'éloignement à cette première couronne. Je ne peux pas dire à Besançon, mais à cette première couronne proche, avec un gradient très clair, où finalement on a là des ménages plutôt employés, plutôt ouvriers, qui vont s'éloigner du centre, qui vont être entre guillemets rejetés de cette première couronne aussi, qui vont aller chercher des maisons lorsqu'ils sont en famille pour habiter, pour avoir le petit terrain et le barbecue. C'est une réalité, malheureusement, il faut aussi la signaler. Ce sont des revenus relativement modestes.
C'est bien le barbecue aussi. C'est très bien. Mais bon, alors là, l'effet, on a toujours essayé d'éviter les aplats de couleurs. On est sur un effet de Tanaka, alors permis par QGIS, par contre, donc quand même on peut rendre à César ce qui appartient à César, c'est que QGIS permet quand même de faire des effets de Tanaka, donc comme le professeur japonais, pas le peintre, mais le professeur japonais Tanaka Kichiro. Donc voilà, toujours pour essayer de s'affranchir des limites administratives et de proposer d'autres choses plus communicantes et pédagogiques. Les énergies renouvelables, c'est dans le thème, c'est la production d'énergie renouvelable donc dans l'aire d'attraction de Besançon, avec à l'intérieur l'évolution depuis les 10 dernières années. C'est une représentation aussi qu'on affectionne, puisque derrière, on a à la fois donc des cercles proportionnels pour les volumes, pour les données discrètes, et puis à l'intérieur, les taux, les données continues, pour relativiser aussi les évolutions et pour éviter d'avoir des effets d'embrasement sur certains territoires. On aime bien travailler sur ce genre de données, mais là, il y a un danger. On en revient avec ce que disait Denis Vanier tout à l'heure, c'est que effectivement, les énergies renouvelables sont très importantes sur cette carte. On a l'impression qu'on a des volumes extraordinaires. On est sur 2%. Ah. Normalement, vous devez voir une carte, histoire d'énergie renouvelable, en rouge et bleu avec... Ça y est? Super, merci. On est sur 2% de la production, de la consommation d'énergie dans l'aire d'attraction. Mais bon, il nous fallait représenter les énergies renouvelables, on l'a fait de cette manière. Autre représentation, donc là je pense aussi donc, à toute l'équipe que je n'ai pas pu présenter, mais je vais le faire, c'est très important. Donc Doriane, qui n'est pas là, Noriega, qui est notre graphiste aussi, qui a énormément contribué à cet atlas. Et puis Cécile, donc Mathusiak, qui est là, qu'on peut féliciter parce que c'est vraiment elle qui a insisté pour placer cette carte. Donc elle est au milieu de la salle, elle doit se cacher, je la connais, mais elle a énormément contribué pour l'atlas. Il y a eu aussi Rémi, cartographe sigiste. Cette représentation, elle est aussi sur une logique de symboles proportionnels avec à l'intérieur des taux d'évolution. C'est une manière aussi d'essayer de représenter au mieux deux variables quantitatives, à la fois discrètes et continues. Bon, voilà, donc c'est toujours dans un souci de pédagogie, d'innovation entre guillemets, puisqu'on est encore sur une logique papier. Donc ça, c'est très important. Certains schémas, comme le premier schéma qui était aspatial et qu'on nous a demandé de recadrer avec les points cardinaux, lui, typiquement, pourrait s'insérer dans une logique interactive et dynamique. On ne peut pas le faire actuellement, mais c'est en projet. D'où l'ouverture que je vais faire, mais sur le passage du support papier, dont nous, on est encore pétri, entre guillemets, parce qu'on travaille encore dans cette logique-là, mais il faut savoir que le support écran est là depuis des années et qu'à partir de ces dernières années, beaucoup de technologies évoluent très très vite et on a une forme, alors je vais essayer de revenir sur une planche un peu de dualité entre support papier fixe, linéaire, très rassurant et puis sur déjà un résultat immédiat, mais qui est peu médiatique, pas forcément pédagogique, si, mais pas toujours, quand on veut représenter des phénomènes qui bougent, qui évoluent, etc. Où là on a besoin de passer sur le support écran et c'est un de nos projets, transformer l'atlas support papier vers un atlas écran. Alors, ça, tu ouvres un débat, un vrai débat, alors là, qui agite le monde des cartographes depuis des années. Hein. Ouais. Je vais le garder juste pour après. Et sans transition, je vais passer la parole à Laurie, qui va nous raconter son approche de la cartographie au sein de l'Institut Paris Région et ses expérimentations. Merci. Je vais passer... Voilà. Donc oui, merci Karine. En introduction, donc oui, moi c'est une expérience que l'on a menée à l'Institut Paris Région. Donc là, on est dans le cadre de l'agence d'urbanisme où effectivement la carte est un support privilégié. Voilà, on aime beaucoup faire des cartes dans tous les sens. Et pour faire des cartes, on s'appuie effectivement sur des données. Si on n'a pas de données, c'est compliqué de faire des cartes. Et à l'Institut, donc il y a une grosse communauté de géomaticiens, il y en a une vingtaine. On est arrivé à un moment donné où on avait besoin et envie de se questionner sur ce qu'on pouvait faire autour de ces données, quels étaient les modes d'exploration, de représentation visuelle que l'on pouvait faire avec ces données, tout en se disant que parfois, peut-être que la carte ne suffit pas, ou peut-être que parfois la carte n'est pas la bonne réponse. Et donc, depuis une dizaine d'années maintenant, on s'organise autour de ce qu'on a appelé les cafés carto,
pour échanger, pour partager sur des méthodes, des outils, etc. Mais aussi pour fonctionner tous les 2 ans en atelier. Donc c'est un peu comme une espèce de laboratoire qui va nous permettre d'avoir des phases d'exploration cartographique, visuelle, méthode, outils, etc. Et c'est des séances d'atelier qui sont ouvertes non seulement aux géomatriciens, aux cartographes, mais aussi aux experts plus thématiques, aux graphistes, aux communicants, puisque pour nous, c'est vraiment d'une manière collective que cette démarche elle doit se faire pour que chacun, après, dans ses travaux de manière très concrète, puisse s'emparer de ces expérimentations pour pouvoir les proposer dans leurs travaux. Et donc, dans cette réflexion, dans ces expérimentations, on est passé par plusieurs phases d'expérimentation. Et une des premières, ça a été effectivement l'approche autour de la data vise. Alors la data vise, moi je prends la data vise au sens large, même si je serais peut-être amenée dans mon discours à encore distinguer carte et data vise. Mais vous avez bien vu dans les différentes interventions précédentes qu'à chaque fois qu'on commence à parler de data vise, un des premiers qu'on va citer, c'est John Snow, et ensuite on va parler de Charles-Joseph Minard, c'est-à-dire que des gens qui ont commencé à représenter des données sur une carte. Donc c'est pour ça que moi, généralement, quand je parle de data vise, j'aime bien considérer que la carte fait partie aussi de cet ensemble-là, qui est un outil de visualisation de la donnée. Mais toujours est-il qu'on a commencé à travailler donc sur ces supports, c'est-à-dire avoir d'autres supports très visuels pour explorer l'ensemble de nos jeux de données, se dire qu'effectivement, il y a des moments donnés, la solution ou le mode de représentation, c'est pas la carte. Et donc, pour pouvoir travailler sur ces supports-là, ça voulait dire pour nous se remettre à travailler autour de la couleur, de la hiérarchie de l'information et surtout du message. Qu'est-ce qu'on veut dire? Pourquoi? À qui? Alors finalement, c'est des choses que l'on connaît. Quand on fait de la carte, c'est des questions qu'on se pose systématiquement. Sauf que là, il fallait se les poser ou se les réapproprier sur d'autres supports, des supports qui sont parfois plus courts, des supports qui doivent être très visuels et qui sont dans d'autres formats. Et finalement, ces questions, elles ne sont pas complètement anodines. Quand on parle de hiérarchiser l'information, on a eu, nous aussi, à un moment donné, de se dire est-ce que la consommation d'espace, je la traduis en nombre de terrains de foot? Est-ce que finalement, ça va parler plus aux gens ou pas? Donc, on s'est amusé à construire des surfaces étalons comme ça, le nombre de terrains de foot, le nombre de tables de ping-pong, le nombre de... Voilà. Oui, on a tout un référentiel comme ça. Le travail autour de la couleur, il n'est pas anodin non plus. C'est-à-dire que quand on a commencé à travailler autour de la data vise, on a eu des ateliers avec des data journalistes, avec une équipe qui s'appelle We Do Data, et qui nous disait, mais est-ce que vous vous rendez compte que quand vous faites vos cartes, vous êtes complètement à l'inverse de ce qui est intuitif dans nos modes de lecture traditionnels en termes d'utilisation de la couleur. Nous, on fait des cartes, on utilise notre sémiologie graphique habituelle, couleur chaude, couleur froide, valeur forte, valeur faible. Et ils nous disent, ben oui, mais dans le langage courant, la couleur rouge, donc vos couleurs chaudes, c'est plutôt négatif. Et la couleur verte, plutôt positif. Donc là, pour nous, ça a complètement remis à plat notre façon de travailler avec la couleur. Ça nous a forcé aussi à créer d'autres palettes de couleurs pour pouvoir aller chercher un petit peu des langages visuels qui soient plus dans les langages finalement communs que l'on a dans la vie de tous les jours. Donc une fois qu'on a travaillé sur ces data vises, on s'est interrogé sur, ok, on est dans une agence d'urbanisme, on travaille sur l'aménagement de l'espace, du territoire, ça va être quoi maintenant, nous, notre valeur ajoutée après cette réflexion autour de la donnée? Et donc, pour nous, une des valeurs ajoutées, c'était vraiment de combiner carte et data vise. Et donc, au final, être en capacité de proposer un peu des cartes augmentées. C'est-à-dire que la carte, pour nous, est devenue une introduction dans un sujet, un mode de représentation visuelle, mais avec le numérique, avec l'interactivité, la possibilité d'aller explorer ce jeu de données qui, à un moment donné, est un peu figé par la carte, et de pouvoir aller l'interroger, de pouvoir aller l'explorer, et du coup, pouvoir lui aussi lui offrir parfois une fenêtre un peu temporelle, puisqu'on va pouvoir comparer des évolutions, etc. Et puis, ça nous permettait aussi
d'offrir la possibilité d'aller explorer finalement des très gros jeux de données. Sur l'exemple qu'il y a là, on a une application interactive qui nous permet d'explorer près de 270 000 équipements sur une carte. Bon, si j'avais essayé de faire ça sur une carte régionale au format papier, vous vous doutez bien qu'à un moment donné, j'allais être un petit peu limitée. Mais ce n'est pas que positionner cette carte d'inventaire, c'est aussi de se dire comment est-ce que je la contextualise, comment est-ce que je la hiérarchise. Donc après, avec le numérique, on peut introduire un certain nombre d'autres choses et accompagner complètement ce discours cartographique. Et puis dans ces explorations, ça a été aussi de se questionner sur les fameuses limites administratives qui nous bloquent un peu parfois, mais qui nous bloquent aussi parce que nos jeux de données, leur unité de mesure sont liées aussi à ces limites administratives. Mais on sait bien qu'il y a des enjeux auxquels on est confronté, et les enjeux qui sont climatiques, humains, ou tout ce qui peut être relève de l'anthropocène, se joue un peu des limites administratives. Donc là, dans ces cas-là, le travail à la maille, pour nous, devient très intéressant, puisqu'effectivement, on rentre dans un découpage qui peut être beaucoup plus fin et beaucoup plus proche de ce qui se passe sur le terrain et dans nos territoires. Et du coup, combiné avec nos data viz, là encore, ça nous permet d'avoir une maille relativement fine que l'on peut aller interroger, et on peut découper comme ça des indicateurs dans leur composition. Par exemple, sur celui-là, on est sur une carte où on cumule les nuisances et les pollutions environnementales. Si je me contente de la maille, je vais voir qu'effectivement, il y a des mailles qui sont plus ou moins concernées. Par contre, avec la data viz, avec de l'interactivité, je vais pouvoir aller interroger ces mailles et pouvoir connaître les composantes spécifiques de chacun de ces indicateurs. Et là, ça devient vraiment intéressant. Et on est vraiment dans de la cartographie qui va être un peu plus augmentée. Et en prolongeant cet exercice à la maille, quand on commence à le cumuler, à le croiser avec d'autres indicateurs, on arrive à des outils qui deviennent vraiment de véritables outils d'aide à la décision. Ici, on est dans une problématique d'inondation. Donc, j'ai ma zone inondable en bleu. Et j'ai une cartographie à la maille qui va pouvoir venir se superposer pour pouvoir identifier la population, mais aussi la population dans quel type de logement est-ce qu'elle vit. Donc on a la même chose au niveau des emplois et du type d'activité. Et quand je dis outils d'aide à la décision, en termes d'organisation des politiques publiques, des secours, etc., puisque ces risques, il faut quand même être en capacité de les anticiper. Là, on arrive à une carte qui devient un véritable outil, non seulement de concertation, de dialogue, mais aussi d'organisation des politiques publiques. Alors, on a fait l'ensemble de ces différentes explorations, et puis on a eu en 2019 un atelier où on a décidé d'aller un petit peu plus loin, et on avait envie de faire un pas de côté par rapport à nos modes de représentation un petit peu traditionnels. Et l'idée, c'était de proposer au groupe de géomaticiens et de cartographes de s'affranchir complètement de ce qu'on pouvait faire traditionnellement, donc de s'affranchir des limites administratives, de mettre de côté Bertin et tous les autres, et de dire vous avez carte blanche pour essayer d'aller explorer d'autres formes de cartographie. Alors on se rend compte qu'en fait, une fois qu'on a dit ça, c'est un peu déroutant. Une fois qu'on vous dit vous avez carte blanche, allez-y, on est un petit peu le syndrome de la page blanche. Mes collègues pourront en témoigner parce qu'il y en a certains ici. On a eu une petite phase un peu de ralentissement dans cet atelier, mais au final, on y est arrivé. Aller essayer d'explorer un petit peu d'autres choses. Alors, je ne vous ai pas mis ici tout ce qui a été testé. Ça a fait l'objet d'une exposition à l'Institut. Mais ça nous a permis, en tout cas, ce pas de côté, d'abord de rencontrer Axel et Alexandra qui sont venus à l'occasion du vernissage de l'exposition parler de leur ouvrage. Mais c'est toujours intéressant de pouvoir s'offrir à un moment donné ce temps-là d'exploration. Là, ici, on a détourné en fait l'outil qui habituellement nous permet de faire des cartes en relief pour pouvoir, avec cette méthode, faire la carte en relief des revenus. Donc finalement, là où on a des pics, c'est là où il y a les plus hauts revenus, et là où on a des vallées, c'est là où on a les plus bas revenus en région Île-de-France. Donc on a cette information-là, mais en plus on a un peu une déformation de la carte qui n'est pas plate, comme on a l'habitude de l'utiliser, qui est légèrement inclinée, donc on offre une double difficulté.
Et ce qui est intéressant dans ce mode de représentation, c'est qu'effectivement, au début, les gens sont déroutés. Mais ce qui est curieux, c'est qu'au fur et à mesure de l'exposition et des gens qui faisaient ce parcours des différentes cartes, c'est de voir que petit à petit se forment des groupes autour de ces représentations et que dans le dialogue qui s'instaure entre les gens, ils inventent de nouveaux récits. Justement, tu évoquais ce terme, Axel, tout à l'heure, de nouveaux récits cartographiques et géographiques. Et même si ce n'est pas effectivement une carte traditionnelle qu'on va utiliser dans des documents d'urbanisme, dans des PLU, etc., ça permet aussi de s'approprier le territoire de manière complètement différente. Et dans les histoires que les gens pouvaient se raconter ici, il y avait effectivement de se dire, oui, effectivement, ça doit être compliqué quand on est complètement au fond de la vallée en Seine-Saint-Denis, de se voir que finalement, pas très très loin, il y a des très hautes montagnes dans les Yvelines et que peut-être jamais on pourra jamais franchir cette montagne. Donc il y avait des gens qui se racontaient des histoires comme ça autour de ces cartes et c'était vraiment curieux et agréable finalement à entendre. J'ai dépassé le temps. Un peu, je m'arrête là. C'est vrai. Bon. Merci Laurie, merci Pierre. Moi j'ai quand même une question, tu vois, je relance. Merci pour eux. Il y a des similitudes dans vos travaux, cette volonté de ne pas mettre ou de ne pas représenter la limite administrative, contrainte du cartographe, pour autant très utile malgré tout effectivement sur la maille de données, et très utile pour l'élu qui se repère quand même. Lui, comment ces cartes-là sans limite administrative et ces cartes un peu différentes sont perçues par un de vos publics qui est l'élu? Qui veut se lancer? Je me lance, mais pas forcément mal. C'est une bonne nouvelle. C'est déjà une bonne nouvelle. C'est-à-dire que derrière, on a un discours, on dit, en fait, on élargit le cadre. Lorsqu'on veut travailler sur des structures et des dynamiques spatiales et pas territoriales, pour le coup, parce que ça devient spatial, c'est-à-dire qu'on s'affranchit du territoire institutionnel, on dit, voilà, on élargit juste le cadre. C'est un jeu à faire, par exemple, pour Besançon. C'est pour ça qu'on a choisi l'aire d'attraction de Besançon, pour aller au-delà du PLUI, pour aller au-delà du SCOT, et de dire, voilà, vous n'êtes pas sur une île, parce que juste à côté, il se passe des choses. Et justement, juste à côté du SCOT, il y a des ménages, alors j'insiste, mais c'est la réalité, qui ont des revenus, peut-être pas comme en Seine-Saint-Denis, mais en tout cas qui ont des revenus modestes, et qui vont dépasser le SCOT pour justement s'installer après le SCOT, parce que les terrains sont moins chers, parce que voilà, etc. Et donc derrière, on leur dit, on élargit juste le spectre, parce que nous ne sommes pas sur une île, et parce que nous avons besoin de voir ce qui se passe autour du territoire. Et ils ne sont pas déroutés par des représentations qu'ils n'arriveraient pas à lire ou à comprendre, tout simplement? Oui, si, mais tant qu'une carte est belle, le message après derrière, il va venir. Je vois là-bas les regards. Non, il y a un peu, je plaisante, mais si la carte est belle et si l'info est juste, pas vraie, mais juste, c'est-à-dire qu'il y a une adéquation entre un fait observé et un réel qu'on peut essayer de comprendre, dans ce cas-là, si la carte est belle et que le message est clair derrière et qu'il est honnête, entre guillemets, donc ça on peut en discuter aussi sur le fait de faire mentir les cartes et tout ça. Derrière, il peut y avoir une appropriation de la carte et justement de ce côté abstrait en disant après tout, oui, on dépasse le côté un peu institutionnel rabat-joie pour aller aussi vers une illustration et une carte plus design artistique. Et ça, on peut le vendre comme ça, et ça, en tout cas, nous, on arrive à le vendre comme ça. Laurie ? Oui, mais effectivement, enfin, moi, je trouve que ce qui est important, c'est aussi de se dire que, d'abord, dans une carte, il y a une intention, il y a des choix. Il y a un auteur, voilà. Et donc, il y a un message. Et je trouve que c'est compliqué de se dire que la lecture ou la compréhension d'une carte va forcément de soi. Ce n'est pas le cas. Moi, il me semble important de pouvoir aussi accompagner la lecture de la carte, accompagner le discours qui va avec. Alors oui, évidemment, peut-être que les cartes de l'IGN, on n'a pas besoin de discours pour les comprendre, parce qu'elles sont ancrées dans nos modes de représentation. Et encore que, dernièrement, j'avais assisté à un débat où on disait, mais maintenant, les gens ne savent plus lire des cartes, ils font que suivre le petit point bleu. Peut-être que dans quelques années, on ne pourra plus lire non plus les cartes IGN. Mais en tout cas, sur ces cartes, alors je ne parle pas de la carte des pics et vallées des revenus, parce que là,
on est dans un exercice un peu à l'extrême. Mais en tout cas, dans d'autres modes de représentation, moi, je n'ai pas l'impression que les élus ou les décideurs soient plus ni réticents, ni gênés dans la lecture de la carte, à partir du moment où on les accompagne et on explique l'intention. À partir du moment où on leur explique pourquoi on a représenté ça comme ça et pourquoi finalement ce mode de représentation peut-être sans limite administrative ou avec de la maille, c'est peut-être plus pertinent par rapport à ce qu'on a envie de leur montrer et l'enjeu qu'eux-mêmes veulent défendre, finalement ça passe relativement bien. D'accord, donc on peut faire de l'innovation cartographique, au contraire, et c'est un bon véhicule pour pouvoir faire passer des messages et donc répondre à un défi qui serait la transition écologique et environnementale qui est devant nous, celui-là ou d'autres. Merci à tous les deux. Alors, en fait, il y a quelque chose que Samuel n'ose pas dire, mais je passe la parole. Il voudrait savoir comment ça a été fait, cette carte. Mais il te le demandera en aparté. Voilà. On en parlera après. Samuel. Merci. Oui, bon, voilà, on en parlera tout à l'heure. Je vais lancer Louis-Vincent Fichet maintenant. Donc Louis-Vincent, tu travailles à la métropole européenne de Lille. Tu es chef de projet au sein de la direction de l'information géographique. Pas forcément en contact direct avec les élus, tu nous l'avais expliqué, mais malgré tout, l'élu est derrière, c'est le mandant, et les travaux que vous menez au sein de la direction sont des travaux, vous l'avez dit tout à l'heure, hein, Laurie, Pierre, pour l'aide à la décision. C'est vraiment le mot un peu important qui anime nos travaux au quotidien. J'ai plusieurs questions, tu réponds dans l'ordre que tu veux, il n'y a pas de souci. À quels besoins cartographiques est-ce que vous répondez au sein de la direction pour vos mandants? Comment est-ce qu'elles accompagnent cette aide à la décision des élus et la mise en œuvre des politiques publiques? Encore un mot qui a été dit tout à l'heure. Je réponds avant ma présentation, parce que ma présentation, il répond pas mal, donc peut-être je présente. Vas-y, on t'écoute. Je réponds après. Je réponds après. Okay. Je vais essayer de remettre en perspective l'aspect expérimentation avec nous, ce qu'on fait au quotidien dans une collectivité territoriale, et donc toutes les demandes qu'on peut avoir au quotidien. La cartographie au service des politiques publiques, hein, elles sont nombreuses, et notamment le rôle de la direction de l'information géographique à la métropole européenne de Lille. Alors, la direction de l'information géographique, c'est une direction ressources ou support, et on est au service de toutes les directions métiers qui mettent en œuvre les compétences et qui portent les compétences de la métropole. Alors, elles sont nombreuses, hein, donc ça pose beaucoup de questions cartographiques. Ça va de la planification à l'eau et assainissement, aux déchets ménagers, transport, mobilité, transition, énergie, climat, le développement économique, ou encore la voirie et l'espace public. Alors, la direction de l'information géographique, c'est composé de 40 agents avec des compétences qui sont vraiment diverses, qui vont du pilote de drone jusqu'au géomaticien cartographe, en passant par les administrateurs données. La direction de l'information géographique gère 500 demandes environ par an, 500 demandes métiers par an. Je crois que mon PowerPoint a été pas mal modifié. Excusez-moi donc. Voilà, donc on traite du projet SI, de la modélisation 3D, de l'application web, mais aussi beaucoup de traitements, d'analyse cartographique qui correspond à la majorité de nos demandes aujourd'hui. Alors, et c'est important de le dire, tout cela dans un cadre réglementaire et des temps politiques qui sont contraints. Ce n'est pas nous qui les déterminons. C'est extrêmement important de le dire. Alors, on réalise de la carte de diagnostic, des cartes analytiques, des cartes décisionnelles et des cartes réglementaires. Pour différents publics, hein, les publics métiers, ce qu'on appelle les métiers, c'est tous les métiers, les compétences que je vous ai citées tout à l'heure au sein de la métropole, à destination des communes, des élus, mais aussi des citoyens. Et sur différents, sur différents supports, hein, cartothèque, web mapping, carte papier. Et donc c'est très difficile de modifier ça, hein. Les attentes sont souvent très dirigées, et quand on demande du papier, on le fait, on est obligé. Donc je vais vous donner quelques exemples de ce qu'on réalise quotidiennement, hein. Tout d'abord, des cartes décisionnelles ici à destination d'une commune de Roubaix, sur un projet qui s'appelle Permis de louer. Donc ici, on va d'abord proposer une carte d'analyse des typologies d'habitat, qui va nous permettre ensuite de définir un périmètre d'intervention, et ces périmètres-là, c'est des périmètres qui sont adoptés en conseil communautaire. Donc, on va réaliser d'abord une carte qui va nous permettre de comprendre, en utilisant des données type données foncières, qui vont nous permettre de déterminer des périmètres d'action. On a des cartes de support à destination des métiers. Alors là, désolé, elles ne sont pas jolies ces cartes, hein, mais justement, c'est pas leur objectif. Ces cartes, elles sont à destination des métiers, et elles vont être le plus souvent imprimées, être mises sur la table pour pouvoir décider et prendre en place des actions. Donc vous avez en premier plan ici une carte à destination de la planification qui croise des éléments du PLU avec les périmètres de transport en commun sur le territoire. Et donc voilà.
On a des cartes réglementaires, c'est aussi un aspect très important de notre travail, hein, notamment les cartes du PLU, hein, cartes réglementaires officielles, qui suivent des standards, hein, c'est important de le dire, les standards du CNIJ, ou encore des applications, ici la carte stratégique du bruit à destination du grand public, qui sont aussi très codifiées. On a aussi un rôle d'observatoire, donc ça a été très bien présenté par mes prédécesseurs, hein, notamment sur, on essaye de s'affranchir des limites administratives, même si c'est extrêmement compliqué à présenter aux élus qui, eux, c'est les limites de leur territoire d'action, où on travaille sur la proposition d'un socle commun d'indicateurs simples à composer qui permettent de comprendre le territoire et surtout de pouvoir échanger sur une base commune. Voilà, on propose aussi, on se rend compte que dans nos demandes, on a énormément de demandes de cartes qui sont, on va dire, récurrentes. Donc on propose de pouvoir accéder à toutes ces cartes via une cartothèque, qui est un média qui est plutôt pas mal utilisé et qui nous permet d'éviter de devoir reproduire à chaque fois les cartes et que chaque carte qui représente quelque chose sur le territoire soit partagée par les différents services. Alors, on a aussi un portail Open Data. Hein. Aujourd'hui, légalement, on se doit de diffuser notre information. Sur ce portail d'Open Data, il y a un outil cartographique, mais ça permet surtout aux citoyens, aux chercheurs, de pouvoir se réapproprier la donnée brute pour pouvoir l'interpréter à sa manière, selon des codes qui leur sont propres. Alors, on produit aussi des cartographies grand public. Hein. Vous avez ici le cadastre solaire qui est sorti il y a quelques semaines maintenant, voilà, qui a un double objectif, c'est de permettre aux citoyens d'évaluer le potentiel solaire de sa toiture, mais aussi, et surtout c'est l'objectif politique ici, c'est de l'inciter à utiliser des panneaux solaires ou thermiques. On a aussi une cartographie qui allie communication mais aussi utilité, hein, la cartographie du Tour de France. Le Tour de France va partir prochainement de Lille. Voilà, c'est un événement qui est co-organisé par la métropole. Et donc cette carte-là va permettre aux citoyens de savoir quelles sont les rues bloquées, donc la première utilité, mais aussi de pouvoir distinguer les hotspots et de mettre ça en perspective avec des politiques publiques comme tout ce qui est aménagement cyclable sur la métropole. Voilà, donc la direction de l'information géographique, comme je vous l'ai dit, c'est pas un laboratoire, car elle doit prioritairement répondre aux demandes des services et des différentes politiques publiques qui y sont portées. Néanmoins, comme on l'a tous dit, hein, on se doit également d'explorer, anticiper et proposer des outils qui sont nouveaux et des services communs à ces différentes compétences. Alors, les conditions de réussite de toutes ces demandes, hein, tout d'abord, ça va être de définir le besoin, les objectifs, les contraintes de délai. Et on va identifier les données. Et on se rend compte aujourd'hui qu'à travers la majorité des demandes de cartes qu'on a, la question, c'est pas, au-delà de la représentation graphique, c'est la donnée qui est importante. En fait, et nous, le vrai enjeu pour nous aujourd'hui, c'est la donnée. Et voilà. Et souvent, cette donnée-là, elle est soit absente, soit incomplète, soit hétérogène, ou en tout cas mal qualifiée. Donc, notre base, c'est pas vraiment la représentation graphique est importante, mais c'est vraiment la donnée qui est l'enjeu aujourd'hui pour nous. Et avec tous ces éléments, hein, c'est-à-dire les contraintes, les délais, les ressources, on va essayer de rationaliser la commande publique ou la commande politique pour justement essayer de faire une carte qui réponde au mieux à ces enjeux-là à travers les éléments qu'on a à disposition. Alors, les écueils, hein, aujourd'hui, la DIG n'est pas incontournable. Comme je vous l'ai dit, la DIG est une direction ressources, support, et donc certains métiers, certaines compétences peuvent ne pas partir avec nous, travailler avec un stagiaire, par exemple, ou sous-traiter via des prestataires externes pour leur production de cartographie ou de données. Et alors, les risques, hein, c'est tout d'abord une mauvaise interprétation des résultats, je pense qu'on en a assez parlé aujourd'hui. C'est aussi d'avoir des résultats qui sont orientés, non objectifs, ou ne traduisant pas la réalité. C'est quelque chose qu'on remarque beaucoup. On va produire une cartographie a posteriori, c'est-à-dire après avoir déjà mis en place une politique, et donc la cartographie est censée la servir. Donc on sort de l'objectivité de la donnée. Il y a aussi la mystification, la sanctuarisation des représentations, c'est-à-dire qu'il y a dans les collectivités beaucoup de légendes qui se baladent sur des chiffres de densité, des pourcentages qui sont aujourd'hui pas vérifiés, où on ne sait pas d'où ils viennent, ils ne sont pas documentés et qui sont persistants. Et qui pourtant, aujourd'hui, à travers nos analyses, on sort des chiffres qui ne correspondent pas à ça. Et c'est extrêmement difficile de faire changer cette perception.
On a aussi un vrai problème, hein, c'est à travers tous les marchés qui sont portés par des prestataires qui ne sont pas spécialistes en cartographie, c'est la capacité à récupérer la donnée. Ça aujourd'hui, on essaye de s'insérer au maximum dans ces marchés pour imposer la récupération des données. La donnée, elle est publique dans une collectivité territoriale, elle doit être reversée sur le portail Open Data quand elle n'est pas sensible, bien sûr. Alors enfin, c'est la partie, alors là peut-être qu'on ne va pas tous être d'accord, mais c'est la partie confusion entre la cartographie et l'infographie. Aujourd'hui, la cartographie, pour nous, elle est censée mesurer, et pas forcément, elle est censée communiquer aussi, mais parfois il y a une confusion. Je vais vous montrer deux exemples très simples. Tout d'abord, l'exemple sur la mauvaise interprétation d'une carte, ou en tout cas le danger de diffuser ce type de carte. Vous avez ici la représentation de la pollution de l'air à Lille et des établissements recevant du public sensible, hein, écoles, hôpitaux. On a deux données qui sont à des échelles différentes, qui sont représentées ensemble. La donnée de qualité de l'air est une donnée exploitable jusqu'au 100 millième, donc à petite échelle, et on a des données à très grande échelle qui sont les établissements. Et donc quand on zoome sur la carte, on peut se dire deux écoles qui sont à quelques centaines de mètres sont polluées ou pas polluées, et donc peut créer des réactions chez les utilisateurs de ces établissements qui peuvent être dangereux, et donc cette carte-là doit être diffusée avec une documentation ou une notice en tout cas. Un autre exemple ici, une cartographie en premier plan qui a été produite par nos collègues de la communication externe, hein, qui a vraiment un objectif de communication. Et je vous représente l'application Tour de France qui, elle, a pour un objectif de situer le citoyen face à l'événement qui va avoir lieu. Donc c'est vraiment deux choses qui sont différentes. L'une est gérée par la direction de l'information géographique, l'autre par la communication. Voilà, alors quel est le rôle de la DIG face aux besoins de cartographie pour les politiques publiques, hein? Tout d'abord, c'est d'être garant de la fiabilité. On se doit d'être expert technique, d'avoir une connaissance data exhaustive, notamment sur leurs limites d'utilisation, notre capacité à les utiliser, à les exploiter dans le temps. On se doit aussi de documenter tout notre travail. Et aussi, on se doit d'être transversal. On est une direction support et transversale à la métropole européenne de Lille. Et la carte est souvent un moyen de montrer des synergies entre les projets et les actions politiques, mais aussi des conflits qu'il peut y avoir entre ces actions politiques. C'est un rôle qu'on joue aussi au sein de la métropole européenne. Et enfin, on doit avoir aussi une grande connaissance réglementaire des lois qui sont en vigueur pour pouvoir justement les représenter et anticiper les indicateurs qui permettront d'y répondre. Pardon. Alors, on doit être transparent, hein, comme je disais. Hein, alors, je reviens sur les classiques du géographe et du géomaticien. On doit citer ses sources, les métadonnées. Je le rappelle, mais c'est extrêmement important parce que quand on donne une carte à destination d'un public non averti, c'est vraiment important de reciter les sources, les métadonnées, les méthodes, l'interopérabilité, la diffusion des données en open data pour qu'elles puissent être réutilisées et qu'on puisse diffuser ça via différents biais. Je cite la cartothèque ici ou d'autres biais. Alors, on se doit d'anticiper aussi, hein, notamment à acculturer les utilisateurs de nos cartographies, de les former, que ce soit à QGIS, que ce soit au mapping, que ce soit à la lecture d'une carte, à l'exploitation d'une médiane ou d'une moyenne. C'est notre rôle aussi d'anticiper tout ça avant la diffusion d'une cartographie. On se doit aussi, et ça c'est un point extrêmement important, et j'insiste dessus, proposer des référentiels communs, partagés et à jour. Aujourd'hui, différents métiers utilisent des référentiels différents, ce qui peut poser pas mal de problèmes, notamment sur des calculs de surface, des calculs de population. On se doit d'avoir des référentiels qui sont disponibles pour pouvoir produire nos cartes. Et enfin, on doit faire une veille technologique pour évoluer. Aujourd'hui, la donnée change, on l'a dit, hein, la massification des données, ou des termes galvaudés, mais qui sont très prisés des politiques aujourd'hui, qui peut être la Smart Cities, qui soulève des questions en termes de gestion de données, de représentation de données, à travers tout ce qui est capteur ou données de temps réel, sur toutes les données de mobilité. Et enfin, donc, la représentation innovante, il va falloir qu'on évolue sur l'association data-vise, cartographie, qui est extrêmement importante et demandée aujourd'hui. Donc alors, on doit continuer notre rôle d'expertise aujourd'hui à la DIG, hein, notamment sur la production d'analyses spatiales ou de support carto, tout ça au service des politiques publiques. Mais aujourd'hui, c'est clairement le rôle des géographes, des géomaticiens et de la DIG donc, de prendre en charge la transition qui est en cours dans notre domaine, donc, qui concerne pour nous la massification des données, l'ouverture générale des données, des méthodes et des algorithmes qui sont demandés aujourd'hui, et c'est légal, et aussi l'évolution des représentations graphiques. Donc voilà, et donc notre rôle, ça va être de l'appréhender pour pouvoir le démocratiser et les rendre disponibles pour la mise en place des politiques publiques futures. Je vous remercie.
Merci beaucoup Louis, et navré pour les petits soucis techniques là sur le PowerPoint, j'avoue ça rend pas hommage à tout le travail que tu avais fait. C'est le problème du carré et du 16/9e. Alors nous, on est complètement passé au carré. Ça, Voilà, c'est le cadre qu'il faut dépasser. j'en profite pour une petite parenthèse, les présentations seront disponibles après, en bonne qualité cette fois. Voilà, donc il n'y aura pas de souci, vous pourrez la revoir en bonne qualité. Merci beaucoup Louis. En fait, tu as répondu à la question à travers ta présentation, donc merci beaucoup. Et tu as, comme les deux prédécesseurs, abordé cette question de la donnée et de ses enjeux qui est vraiment fondamentale et qui va me permettre de glisser tout doucement vers la fin de cette table ronde avec la dernière intervention, celle d'Anaïs Tessonnier, qui est responsable d'unité occupation du sol chez CLS Lille. Cette question de la donnée elle a déjà été abordée avec l'IGN notamment lors de la première table ronde, voilà, à l'instant encore, parce qu'en tant qu'acteurs territoriaux, agences d'urbanisme, collectivités locales, bureaux d'études, on est concerné au premier chef par cette question. C'est un préalable à la carte, à l'analyse, à la compréhension de l'espace. Et donc l'actualité le montre encore. On a parlé de la loi climat-résilience tout à l'heure, qui a mis un bon coup de projecteur sur la question des sols, sur la manière de les observer, de mesurer. Au sein de CLS, avec votre expérience bureau d'études privé au service des territoires, des collectivités, comment justement faites-vous pour cette observation des sols et plus largement, quels enjeux est-ce que vous voyez autour de ce type de données et de ces nouveaux modèles toujours plus précis? Donc là, pareil, une présentation un petit peu pour répondre à ces problématiques. Donc aujourd'hui, nous travaillons sur vraiment la production et le traitement de ces données qui vont permettre ensuite de produire des cartes ou des infographies, mais en tout cas qui vont permettre de développer ces éléments-là. Aujourd'hui, c'est vrai que la loi climat et résilience qui a été sortie en 2021 a mis en exergue le rôle de ces données, des données d'occupation du sol, notamment donc avec les arrêtés qui sont sortis en avril dernier et qui amènent à la zéro artificialisation nette en 2050 et à la division par 2 en 2030 là-dessus, où l'IGN est complètement par garant de ces données qui vont permettre de travailler sur ces résultats-là. Et qui donc, en fait, dans cet arrêté, donne vraiment le glas en disant, voilà, on parle d'une occupation du sol avec des notions de polygone, de surface, et donc avec des standards, avec donc des règles à suivre. Et donc l'idée, c'est voilà, un arrêté, une loi qui va définir une occupation du sol, ce que c'est qu'une occupation du sol, avec quelle information on va mettre sur chaque polygone, donc une nomenclature, donc cette notion de premier niveau, deuxième niveau, avec des surfaces artificielles ou non artificielles, enfin artificialisées ou non artificialisées. Donc tout ça va être cadré, mais c'est pas nouveau. Des occupations du sol, il y en a depuis très longtemps, et des bases de données qui représentent voilà des décennies bien présentes. Donc l'idée c'était simplement de vous montrer une occupation du sol, un peu qu'est-ce que c'est, même si je pense que la plupart connaissent un petit peu. C'est voilà, aujourd'hui nous quand on produit une occupation du sol, quelle que soit l'occupation du sol, on part d'une image, quelle que soit l'image aussi, une image aérienne, une image satellitaire, et sur lequel on va aller analyser, alors si mon animation marche bien, oui voilà, on va aller traiter l'information et définir sur le territoire ce que l'on observe et lui donner du coup une information à l'échelle la plus petite possible et attendue surtout par rapport à l'utilisateur qui souhaite obtenir cette occupation du sol. Donc moi je suis toujours, donc là c'est une jolie carte avec des jolies couleurs, mais aujourd'hui, moi, je produis pas les couleurs, je produis pas tout ça. Moi, je produis l'information qui est derrière. Donc, en fait, moi, je fais juste des dessins, je fais des traits sur une carte, sur une image. Et tous les logiciels de SIG qui aujourd'hui permettent de produire ces bases de données et qui permettent de produire, et c'est là où j'insiste, donc des bases de données, des occupations du sol qui vont être définies par des nomenclatures différentes, des millésimes différents, donc différentes années qui vont être représentées, des règles d'information qui vont être saisies différemment, donc avec des tailles de polygones qui vont être plus ou moins grands selon l'occupation du sol qui est attendue, des informations qui vont être différentes et également aussi des méthodes de production. Je passe un peu sur les images, mais là vous avez un exemple à gauche où vous avez
un travail fait par de la photo-interprétation principalement, donc c'est-à-dire un œil humain et une main humaine qui va dessiner ce qu'il observe sur une image. Des occupations du sol qui vont être traitées plutôt par des croisements de données, des données qui sont du coup déjà existantes, notamment des données de l'IGN, des données en tout cas nationales comme le cadastre, et des traitements qui vont aussi être faits en automatique, où l'intelligence artificielle aujourd'hui a toute sa place pour produire de la donnée, traiter des informations, créer une donnée en tout cas qui peut être utile. Là par exemple c'est simplement une détection de changements sur des bâtiments à partir d'une image satellitaire pour par exemple des territoires qui n'ont pas forcément la capacité d'avoir des belles orthophotographies comme on a aujourd'hui avec une précision aussi belle que l'on a. Donc l'idée c'est simplement de mettre en exergue le fait qu'il y ait des données complémentaires qui sont utilisées pour créer ces occupations du sol. Donc en fait une base de données qu'on va appeler occupation du sol est en fait créée à partir déjà d'elle-même de données complémentaires qui peuvent être des données publiques. Donc j'en ai parlé du cadastre, du RPG, donc le registre parcellaire agricole, de la BD Topo fournie par l'IGN également. Toutes ces données-là, il faut avoir ces vigilances aussi quand on les exploite, d'avoir ce regard technique de quand est-ce qu'elles sont mises à jour, quelle est leur fiabilité, comment elles sont produites. À titre d'exemple, le RPG, on sait que c'est une donnée déclarative, alors elle est faite sur même sur l'Europe grâce à la PAC, elle existe dans ce cadre-là, mais elle est déclarative, faite par des agriculteurs, donc elle a ses lacunes, toutes les parcelles ne sont pas présentes, il peut y avoir des fausses informations, etc., etc. Donc c'est tout le rôle de créer une donnée en connaissant les biais sur les données que l'on exploite et de faire attention à la valeur que l'on donne à ces données. Donc là, d'autres exemples, j'étais tout à l'heure sur du local, donc là j'ai voulu montrer un peu d'autres données qui peuvent être exploitées, les données Copernicus, donc travailler sur des données multitemporelles européennes, sur des données en open data et open source avec l'OSM, qui ont cette faculté d'être présents sur le monde entier, mais alors avec une qualité très variable selon où l'on se situe, et aussi tout simplement intégrer ces données complémentaires qui peuvent être créées pour l'usage d'une occupation du sol ou d'une donnée que l'on souhaite mettre en place, qui est l'IA et donc la détection automatique à partir d'une image d'orthophoto, satellitaire, etc. Donc pour continuer à répondre à la question, l'idée était de dire aussi, pour cette donnée, donc moi vous l'avez bien vu, je ne parle jamais de cartes, pour cette donnée, l'idée c'est qu'est-ce qu'on entend pour cette donnée. C'est ce que Louis-Vincent a déjà un peu expliqué juste avant. Pour moi, produire une donnée, il faut produire une donnée qui peut être fiable, durable, c'est-à-dire quand on la produit, il faut y réfléchir à comment est-ce qu'elle va pouvoir évoluer, comment est-ce qu'elle va pouvoir être pérennisée, comment est-ce qu'on va pouvoir l'adapter. Il faut qu'elle puisse donner de l'information. Après, là, c'est au rôle de l'utilisateur de cette donnée de pouvoir extraire ces informations-là. Mais il faut que, du coup, que la donnée soit la plus fiable possible. On tourne en rond pour pouvoir ressortir ces informations-là. Il faut aussi qu'elle puisse être complémentaire, je pense, pour qu'on puisse l'exploiter avec d'autres données, pour en ressortir ces informations, ces infographies que vous allez pouvoir récupérer, pour que les opérateurs, les utilisateurs, donc ces élus locaux, puissent exploiter à tout son potentiel. Moi, quand je parle d'une occupation du sol, ma donnée, elle explique juste qu'il y a une maison avec un jardin à côté. C'est bien d'avoir cette information-là, mais si on a le revenu médian à côté, si on a nos limites administratives, si on a, etc., un ensemble de combinaisons de données, là, on va pouvoir traiter encore des informations, ressortir des informations très pertinentes. Donc pour moi, ces données, elles doivent permettre une connaissance, elles doivent permettre d'évaluer, elles doivent permettre aussi de se projeter. C'est ce qu'on attend de plus en plus. Donc ces données, elles doivent permettre, comme je vous disais, d'être évolutives, c'est de pouvoir s'adapter à des changements de réglementation, à des changements d'attente, de lecture. Donc pouvoir faire évoluer une nomenclature, de pouvoir faire changer des règles facilement le plus possible, entre guillemets, pouvoir faire des ajustements thématiques. Donc au lieu de mettre une maison, est-ce que je parle de cabane, est-ce que ça change quelque chose? Passer de 1 à 2 dimensions. Donc voilà, aujourd'hui, la loi climat et résilience amène une lecture d'une base, la nomenclature donnée par l'arrêté, c'est d'une dimension, avec artificialisé et non artificialisé, mais qui exploite une base de données qui, elle, est plutôt sur 2 dimensions, avec un couvert et un usage. Donc c'est tout ce travail-là, toute cette pertinence-là qu'il faut prendre en compte quand on produit.
La deuxième chose, c'est que ça permet d'analyser, donc avec simplement des informations, on peut voir une évolution d'une tâche urbaine, par exemple, sur un territoire, savoir qu'est-ce qu'on sort comme information là-dessus, etc. Se projeter à partir d'outils, de pouvoir fournir aussi ces outils aux utilisateurs les plus pertinents, donc pouvoir adapter des outils, choisir ses paramètres, etc. Et là, par exemple, l'exemple que je vous montre, c'est simplement se dire, en 2100, quelles sont les zones qui vont pouvoir être inondées. Et là, ce sont des croisements de données liés à des recherches scientifiques, des bibliographies scientifiques mondiales sur le changement climatique, sur le croisement avec des occupations du sol locales qui définissent les points les plus pertinents, etc., qui utilisent aussi des données radar, des données d'altimétrie, etc. Voilà. Donc simplement, je passe assez vite. L'idée, Louis-Vincent parlait de la pollution de l'air. Voilà, c'est aussi combiner ces données-là. Comment est-ce qu'une occupation du sol peut servir avec des informations qui sont extérieures, avec la pollution de l'air, avec ce travail-là d'important d'échelle, de précision. Est-ce que ces données peuvent être combinées telles quelles? Est-ce que quand on voit ça, on ne prend pas juste peur? Ou est-ce qu'il ne faut pas justement quelqu'un qui soit là pour nous aider à lire? Ou un outil qui permette en tout cas d'adapter, de jouer sur ce zoomer, dézoomer qui a été présenté dans la première table ronde, où maintenant la notion d'échelle compte plus trop, mais c'est le clic de la souris qui fonctionne. Voilà, travailler un peu sur ces données-là. Sortir des analyses statistiques, etc. Je passe. Et dernier point, simplement rappeler aussi les enjeux de ces données-là pour élargir un petit peu plus à l'échelle nationale, territoriale, des élus locaux, on en a parlé, mais on va même plus loin et ces données, elles ont un rôle dans les objectifs du développement durable de l'ONU et avec le développement des villes, l'action sur le changement climatique, sur la nature, la consommation responsable, etc. Toutes ces données ont ces rôles